Formulaire 2086, épisode 4, on va faire un petit focus sur la ligne 220, la ligne relative au prix d'acquisition. Cette ligne est importante parce que si vous ne la remplissez pas, vous allez être imposé sur la totalité de votre prix de cession. Donc vous serez surtaxé. Or, le but du jeu, c'est de n'être imposé que sur sa réelle plus-value, c'est-à-dire la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Donc tout ce qu'on va pouvoir mettre dans le prix d'acquisition, il faut le mettre pour pouvoir diminuer sa plus-value imposable. Donc, on va regarder un petit peu plus dans le détail cette ligne 220, les points de vigilance et ce qu'il y a à connaître. Donc, dans le formulaire, vous la trouvez ici, la ligne 220. C'est la première étape du calcul du prix d'acquisition net de votre portefeuille d'actifs numériques. Ligne 220, donc première ligne de cette partie du formulaire qui aboutira à la ligne 223, prix d'acquisition net, qui servira ensuite au calcul de la plus-value. Alors les points de vigilance, j'en ai noté 3. Donc c'est le prix d'acquisition total de votre portefeuille d'actifs numériques, pas uniquement le prix de la crypto qui a été vendue. Si par exemple dans votre portefeuille vous avez des bitcoins et vous avez un même coin, peu importe lequel, que vous vendez le même coin, eh bien, lorsque vous allez remplir le formulaire, le prix d'acquisition total, ce sera bien le prix de l'ensemble du portefeuille et non pas le prix d'acquisition du même coin que vous avez vendu. Vous devez donc prendre en compte, ce que j'ai noté ici, toutes vos mises initiales. Vous devez considérer votre portefeuille d'actifs numériques comme une enveloppe. Dans les épisodes précédents, j'avais parlé du PEA, j'avais pris la comparaison avec un PEA. Donc tous les euros que vous avez mis dans votre portefeuille qui ont été convertis en actifs numériques vont s'additionner les uns après les autres pour donner votre prix d'acquisition total. Alors, à chaque session, il est vrai que vous allez manger une partie de votre capital, mais il ne faudra pas le déduire de la ligne 220. Ça, il faudra l'indiquer dans la ligne 221 qui fera l'objet d'un autre épisode. Donc, sur la ligne 220, on ne déduit jamais rien. La ligne est toujours croissante, enfin, elle est soit égale à celle de la précédente session, soit croissante, parce que vous avez pu rajouter au pot. Je vous ai mis un petit exemple. Imaginez que vous ayez acheté 10 000 euros d'actifs numériques, puis que vous ayez vendu 2 000 euros, puis que vous ayez à nouveau acheté 5 000 euros, puis que vous ayez vendu 3 000 euros. Eh bien, lors de votre première session, votre prix d'acquisition, il est de 10 000, puisque vous avez acheté 10 000, puis vous avez vendu 2 000. Donc dans ce cas-là, votre prix d'acquisition total du portefeuille est bien de 10 000. Lors de la deuxième session, votre prix d'acquisition est de 15 000. Vous avez acheté 10 000, vous avez vendu 2 000, et ensuite vous avez remis au pot 5 000. Donc votre prix d'acquisition pour la deuxième session est bien de 15 000, et non pas 13 000. Voilà, ça c'est une petite subtilité. Il faut ne pas tenir compte des ventes précédentes lorsque on calcule le prix d'acquisition dans la ligne 220. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans le prix d'acquisition? Il y a 4 grandes catégories. Il y a tous les achats classiques en euros que vous avez faits d'actifs numériques, c'est-à-dire la crypto-monnaie et les NFT, également les stablecoins. Donc tout le prix que vous avez réellement déboursé, frais d'achat compris, peut être intégré dans le prix d'acquisition. Deuxième chose qu'on va pouvoir mettre dans le prix d'acquisition, c'est si vous avez été payé en crypto. Si vous avez été payé en crypto, il paraît que ça existe. Donc si vous avez reçu votre salaire en bitcoin, en stablecoin, ou que vous avez une activité libérale et que vous êtes payé de temps en temps en crypto, eh bien vous devrez déclarer ce revenu en revenu professionnel dans la catégorie correspondante. Mais pour ne pas que vous soyez imposé 2 fois dessus, une fois au moment du revenu professionnel et une fois au moment de la cession, au moment du calcul de la plus-value, eh bien vous avez le droit de l'intégrer dans le prix d'acquisition, dans la ligne 220. Donc il s'agit de la valeur ou d'un service qui a été rendu. La valeur en euros constatée le jour de la paye devient votre coût d'acquisition et peut être intégré sur la ligne 220. C'est parfaitement logique, sinon vous seriez imposé 2 fois. C'est le même raisonnement pour les revenus de stacking.
donc les récompenses que vous percevez lorsque vous faites du lending, les airdrops, etc. Euh, donc ça, vous avez le choix. Il y a un débat, vous savez, entre fiscalistes. Soit vous le déclarez en BNC l'année de perception, soit vous ne le déclarez pas et on en tiendra compte au moment de la plus-value. Si vous les avez déclarés, si vous les avez déclarés en BNC dans la case 5HQ du formulaire 2042, eh bien vous avez le droit de les intégrer dans votre prix d'acquisition pour ne pas être imposé deux fois. Donc si par exemple vous avez reçu, ce qui est mon cas là, sur Binance, je reçois 6 Satoshi par jour en ayant souscrit au programme Earn Flexi de Binance, donc ça fait l'équivalent de 3 euros par an. Si je décide de les déclarer en BNC, j'ai le droit de les intégrer dans mon prix d'acquisition. Voilà, ça aussi c'est tout à fait logique pour éviter une double imposition. Quatrième catégorie, ce sont les donations et les successions. Donc, lorsque vous avez reçu des crypto-monnaies, des actifs numériques à titre gratuit, vous avez le droit d'intégrer dans votre prix d'acquisition sur la ligne 220 la valeur retenue des droits lors du calcul des droits de mutation. Donc, si par exemple vous avez hérité de 50 000 euros de Bitcoin, il y a une déclaration de succession. Vous avez payé des impôts sur la succession, sur l'assiette totale de la succession, dont les 50 000 euros de Bitcoin. Donc pour ne pas payer à nouveau lors de la plus-value, vous avez le droit d'intégrer dans votre prix d'acquisition 50 000 euros. Donc ça c'est pas mal, on dit que les cessions à titre gratuit ont pour effet de purger la plus-value. Hein, puisque si la personne qui est décédée malheureusement avait une importante plus-value sur ses bitcoins, elle ne va jamais payer la plus-value. Vous allez payer les droits de succession sur ce dont vous avez hérité et sur votre prix d'acquisition, vous intégrez bien le montant qui a été pris en compte dans la succession. Donc voilà les quatre catégories, les quatre grandes catégories d'éléments qu'on peut intégrer dans le prix d'acquisition. À ne pas inclure tous les tokens dont vous ne pouvez pas justifier la valeur d'acquisition. Par défaut, malheureusement, ils sont réputés avoir été acquis à 0 €, ce qui aura donc pour effet de majorer votre plus-value. Je vous ai mis un petit exemple avec la composition d'un portefeuille. Donc quelqu'un qui a 0,5 BTC pour 10 000 euros, quelqu'un qui a reçu des salaires à hauteur de 3 000 USDC, donc là j'ai mis 3 000 euros, qui a reçu des stacking qu'il a bien déclaré en BNC à hauteur de 40 euros et qui a eu une donation, j'aurais pu mettre un peu plus, là j'ai mis une donation de 150 euros d'un Ether qu'il a déclaré aux impôts. Voilà, donc il a reçu cette donation, il a le droit à ce moment-là également de l'intégrer dans le prix d'acquisition. On fait l'addition de l'ensemble et on a un prix total d'acquisition de 13 190. Alors, ces différentes cas de figure, hein, le cas du salaire et le cas de la donation-succession sont, je le sais, un peu plus rares, quoique pour la donation-succession, ça va finir par arriver. Par contre, pour les récompenses de stacking, c'est un petit peu plus fréquent. Donc là, vous avez un choix à faire. Soit vous les déclarez en BNC, et à ce moment-là, vous avez le droit de les intégrer dans le prix d'acquisition, soit vous ne les déclarez pas en BNC, et donc là, vous ne pouvez pas les mettre dans votre prix d'acquisition. Il faudra en tenir compte dans le calcul de la plus-value. Ça intègre bien l'assiette de la plus-value imposable. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur la ligne 220, prix d'acquisition. Dans l'épisode suivant, nous verrons la ligne 221, qui est le capital qui va être mangé de session en session, qui est un petit peu plus compliqué à calculer, mais dont il faut aussi tenir compte pour remplir correctement le formulaire 2086. La ligne 221, vous n'avez pas besoin de la remplir à la première session, mais c'est à partir de la session numéro 2 qu'il faut remplir la ligne 221. Merci pour votre suivi, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!